peut-on vraiment quitter Facebook ? Je repose la question, certainement, mais pour aller où ? Ça fait plusieurs années que des plateformes alternatives se développent avec plus ou moins de réussite. Elles s'appellent Diaspora, Friendlyka, Path, Rafter, Vero ou encore Waller, donc un réseau social made in France pour changer, fondé en 2013 et dont on reçoit aujourd'hui le fondateur et le directeur de la communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc Édouard l'a dit, vous présentez Waller comme l'anti-Facebook à la française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en France, on est capable de faire mieux que les Américains, première chose. Et ça veut dire que le règne de Facebook arrive à sa fin, peut-être. En tout cas, on n'en sait rien, mais si on fait rien, ça risque pas d'arriver. Voilà. Alors, c'est quoi le problème de Facebook ? C'est l'hégémonie, c'est le fait que vous dites que c'est embêtant que toutes les données de tous les pays soient sur un serveur américain. Alors, le problème de Facebook, c'est le logiciel lui-même. C'est-à-dire que déjà, tout ce que vous voyez sur Facebook, c'est pas vous qui décidez de le voir. C'est les algorithmes de cette société privée américaine qui vous présentent les nouvelles qui sont en fait les plus susceptibles de vous intéresser. C'est-à-dire que ce qui vous est présenté, c'est ce que vous allez aimer. C'est Facebook qui décide ce que vous aimez. Le scandale, c'est le tri d'informations qui apparaissent, qui sont sélectionnées dans ce que postent vos amis sur vos réseaux, ça apparaît suivant leur choix à eux. Ou suivant ce que vous avez déjà lu dans le passé, ce que vous avez liké. Vous savez, même quand vous scrollez sur Facebook avec votre souris, si vous arrêtez un peu sur un article, même sans cliquer dessus, Facebook sait que ça vous a intéressé. Et c'est ça les véritables données privées dont on parle. C'est pas forcément uniquement la ville, l'adresse, vos choix, etc. C'est surtout ce que vous consultez quotidiennement. Donc à ce moment-là, il ne vous envoie pas des informations qui sont créées de toutes pièces pour vous, mais il sélectionne dans ce qui circule dans vos réseaux des choses qui pourraient vous intéresser. Il n'en crée pas. C'est quelque chose qui relève du profilage, en fait. C'est-à-dire qu'on constitue des profils types en fonction des intérêts qui sont manifestés. Et comme le dit Thomas, eh bien, on nous sert exactement ce qu'on a. On nous conforte dans nos convictions sans nous donner à voir d'autres opinions. Voilà, on flatte l'ego par ce biais. Alors en quoi est-ce que Waller est différent ? Alors il y a 3 mots sur votre dossier de presse ici, protection, sérénité, maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour les utilisateurs ? Alors c'est les trois piliers de Waller. Protection, ça veut dire que tout est privé, tout est protégé par défaut, il n'y a rien de public. Et si vous décidez d'ouvrir un réseau sur Waller, c'est vous qui décidez de le faire. Ça, c'est très important. C'est aussi tout le sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire si je m'inscris sur un outil, il doit par défaut me protéger et protéger les données que je vais mettre. Ensuite, maîtrise. Ça, c'est très intéressant, la maîtrise. Les plateformes aujourd'hui, Facebook, Google, etc., on ne maîtrise rien. Vous ne maîtrisez pas quelque chose de fondamental sur un réseau social, vous ne maîtrisez pas l'audience. Quand vous écrivez un message, vous ne savez pas à qui vous l'écrivez. Vous pensez que vous l'écrivez à vos amis et au mur, sur votre mur, c'est pas vrai. Vous l'écrivez aussi à tous ceux qui seront en contact avec vous dans le futur. Qui peut prédire le futur ? Personne. En fait, nous, sur Waller, on a décidé de mettre la maîtrise au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'outil ne trahit pas l'utilisateur. Et sérénité ? Sérénité, c'est juste le fait de se dire qu'il n'y a pas de confusion de flux et qu'on parle aux gens à qui on a envie de parler. Comme dit l'adage, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et là, on sait exactement à qui on s'adresse, on sait de quel sujet on va parler et on maîtrise effectivement la portée de son propos. La revue des médias qui va nous parler de ces jeunes, en fait, de ces jeunes qui utilisent pour s'orienter, et pas juste les jeunes, les moins jeunes aussi, le GPS au point on peut se poser la question, si demain on leur donne une carte en papier, seraient-ils capables de s'orienter? C'est Le Monde qui s'intéresse, et je cite, à cette génération Erasmus qui ne sait plus se perdre. Et je me suis sentie interpellée. Moi, je sais me perdre. C'est ça. Donc, les jeunes et les moins jeunes, et peut-être même les moins jeunes. Oui, exactement. Parce qu'au cours des dernières années en voyage, je me suis toujours passé la réflexion, mais je faisais comment avant Google Maps? C'est comme si j'avais oublié cette vie de cartes en papier et de guides de voyage imprimés. Et de questions posées au hasard des rencontres. Oui, exactement, parce que se perdre, ça vient parfois avec de très belles surprises. C'est ce qu'on nous dit. Et les dernières recherches sur le sens, parce que Le Monde a croisé des jeunes à Paris et des jeunes, je pense que c'est 25 ans et moins, c'est ce que j'ai compris, et tous disaient impossible. La vie sans GPS, impossible, inimaginable.
raisonnable. Et les dernières recherches sur le sens de l'orientation tendent à prouver que l'utilisation d'un GPS nuit à notre capacité de nous orienter. C'est une étude publiée par Nature and Communications qui montre que notre GPS interne, finalement, se met en veille quand on suit les indications d'un téléphone intelligent et que le cerveau doit s'entraîner à s'orienter. C'est comme un exercice, finalement, à retenir les indices qui permettent de repérer un immeuble, une intersection. Et plus on regarde l'écran du téléphone pour nous guider, moins les zones de notre cerveau responsable de l'orientation, soit l'hippocampe, le cortex préfrontal, sont sollicitées. On dit comparer la carte et le terrain, ça demande un aller-retour constant. C'est un travail intellectuel qu'on ne fait plus ou qu'on fait beaucoup moins. Et l'équipe de chercheurs parle de conséquences à long terme. On dit que les utilisateurs intensifs ou les gros utilisateurs de GPS, finalement, pourraient ne plus être capables de se repérer sans cet outil, faute d'avoir entraîné leur cerveau à s'orienter seul. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires un peu farfelues, des gens qui ont suivi des GPS sans jugement ou sans se poser de questions, qui se sont retrouvés dans la forêt ou qui se sont retrouvés... C'est pas rare. Oui, parce que c'est un peu nono, un GPS. Oui, en effet. Et moi, en tout cas, souvent, j'ai dit ou j'ai entendu des gens dire, ben, je comprends pas, mais on va suivre le GPS ou le GPS nous dit d'aller là, donc faisons-lui confiance. Et on est très loin de la théorie de la dérive. La théorie de la dérive. C'est quoi ça? De l'écrivain et essayiste français Guy Debord. La dérive qui se définit comme le renoncement pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir afin de se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. Et il y a deux artistes, peut-être inspirés par Monsieur Debord, qui ont développé un Random GPS, c'est le nom. GPS aléatoire, donc, pour voiture, qui vous propose une errance totale, une assistance à l'aventure. C'est ainsi qu'on vend le projet. L'outil indique une direction sans qu'il soit possible d'entrer une destination. Vous dites pas où vous allez, vous ne savez pas quelle est votre destination. Donc, on vous guide comme ça, un peu n'importe où, finalement. Ça ressemble vraiment à un boîtier de GPS de voiture classique, mais le programme a été modifié par les artistes pour les voyages sans but ni destination. Intéressant. Et sinon, ben, achetez-vous une carte pour entraîner votre cerveau. Hein? C'est la morale aussi de l'histoire. Merci, Hélène. Allez, répondez franchement, à part le numéro de vos parents, parce que c'est le même depuis 50 ou 60 ans, est-ce que vous connaissez par cœur des numéros à part le vôtre? Vos enfants peut-être, leur portable, et encore, c'est même pas sûr, mais sinon, quand il suffit de retrouver un nom sur un écran, à quoi bon aller chercher au fond de sa mémoire? Plus encore, pourquoi on perd nos clés régulièrement? Ça c'est pour moi, j'avoue. Pourquoi est-ce qu'on suit nos GPS tellement bêtement qu'on sait même plus par où on est passé et qu'on est donc capable de se perdre sur le chemin du retour, à force de zapper d'une chaîne à l'autre, peut-être d'un site à l'autre, d'une idée à l'autre, d'un clic à l'autre, on n'imprime plus ou on imprime moins, peut-être parce qu'on est tellement sollicité par les écrans, les couleurs, par ce qui pop devant nous que notre attention est diminuée et donc notre mémoire aussi. Est-ce que vous vous souvenez encore des poésies de votre enfance? Les fables de La Fontaine, tiens, nos parents, eux, sont capables de s'en souvenir et de vous réciter aujourd'hui encore un peu de Victor Hugo et un peu de Jacques Prévert. Mais vous... Et finalement, est-ce que c'est grave, docteur, après tout, puisque l'accès à l'information est désormais si facile? Pourquoi pas être un peu plus feignant? Ça se travaille, non? J'imagine, la mémoire. Est-ce que ça se retrouve? Est-ce que c'est la faute réellement des nouvelles technologies dont il faut savoir se séparer pour retrouver nos temps de cerveau bien disponibles et même donc retrouver nos mémoires? Et que dire de ceux qui retiennent tout par date, par nom? Eux aussi ont des tablettes et des smartphones. Pourquoi sommes-nous si inégaux devant la mémoire? On en parle ce soir, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on désapprend, Francis Eustache, quand on n'y prend pas garde? On désapprend, on perd des réflexes, une gymnastique de cerveau, en fait. Alors, effectivement, ce qui est embêtant, c'est si on n'apprend plus, quoi. Si on n'apprend plus par cœur. Et moi, l'exemple que vous avez pris était très beau, les poésies, les chansons, parce qu'il y a aussi la dimension, il y a les mécanismes de la mémoire qu'il faut entretenir, et le par cœur, ça en fait partie, et il faut apprendre les multiplications, les règles de multiplication, même si on a des calculettes, c'est quand même essentiel, et donc il y a pas d'autre façon que d'apprendre par cœur. Et puis, pour d'autres aspects que vous avez cités, les poésies, les chansons, c'est aussi le lien social, et c'est très important, notamment quand les personnes vieillissent. En fait, c'est ce qui va rassembler les personnes.
Mais est-ce que c'est irréversible et sans retour, Francis Eustache? Est-ce que ça veut dire qu'on peut réhabituer sa mémoire, on peut la refaire travailler? Est-ce qu'il faudrait même faire des exercices, se remettre à apprendre des poèmes ou autre chose? Est-ce qu'on réapprend, en fait? Est-ce qu'on peut se réapproprier notre mémoire ou pas? Oui, mais est-ce qu'il faut réapprendre vraiment les numéros de téléphone? Alors voilà, il y a des choses inutiles et d'autres on peut se passer il faut éviter de perdre son smartphone, parce que là c'est vrai que ça crée un peu d'angoisse pendant quelques jours. Mais non, je pense que ce qui est très important, c'est de prendre conscience, qu'il faut un certain temps pour apprendre. Il faut pas sans arrêt zapper, passer d'une information à l'autre. Il faut pouvoir se concentrer sur des informations importantes. Si on veut travailler un texte difficile, je pense là à l'approche des examens, il faut du temps et il faut pas être distrait. Ça, c'est très important. Cette question sur franceinter.fr, j'ai tendance à penser, nous dit cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, que plus le téléphone est smart, moins l'utilisateur l'est. Autrement dit, certains d'entre nous ont pris l'habitude de déléguer à leurs appareils ce que leur cerveau faisait très bien avant, comme par exemple les listes, les calculs ou les choses comme ça. Ceci nous rend un petit peu abrutis et fait de nous des assistés dépendants de notre smartphone. Il y a des choses qui sont très basiques, comme par exemple effectivement la liste de courses, ou de se souvenir de ce qu'on va acheter, ou de faire une addition quand on est en train de faire le marché. On a l'impression que c'est des choses qu'on a oubliées, ça, aujourd'hui, qu'on ne fait plus, en fait, du tout, Roland Portiche. Oui, mais il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut apprendre à vivre avec ces outils, mais pour autant, se dire qu'ils peuvent être aussi extrêmement utiles. Ils peuvent aiguiser le fait de passer d'information en information peut être quelque chose de très dommageable, mais en même temps, ça peut aussi aiguiser la curiosité. Je veux dire, on a tous naviguer sur le web en passant d'une information à une autre, et on finit par trouver des choses et parfois des ponts précisément entre des informations qui n'étaient pas évidentes. Et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour, ce matin, Guillaume. comment décoder la pensée? Oui, un jeune chercheur du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, MIT, vient de mettre au point un appareil qui, au moyen de détecteurs placés entre le menton et l'oreille, est capable de lire les mots avant qu'ils soient prononcés. Ou pour le dire plus simplement, un décodeur de la pensée. Grâce à des électrodes captant les minuscules signaux électriques générés par les subtils mouvements musculaires internes qui se produisent lorsque vous vous parlez à vous-même, l'appareil envoie ces signaux à un ordinateur, lequel les interprète pour retranscrire ce moment particulier qui existe donc entre l'élaboration d'une pensée et sa formulation par la parole. Alors pour l'instant, cette technologie appelée Alter Ego n'en est encore qu'à ses débuts, précise le site Popular Science. Le prototype ne reconnaît qu'un vocabulaire réduit. Quant au but recherché, explique pour sa part le magazine Forbes, il vise à vous permettre de communiquer avec un ordinateur en pensant simplement à ce que vous voulez lui dire, mais sans lui dire. C'est un peu comme si vous donniez un ordre à l'assistant Siri de votre smartphone, mais uniquement par télépathie. Seulement voilà, on imagine aisément quelles pourraient être aussi les autres applications possibles. Dans le cadre, par exemple, d'un interrogatoire, un tel dispositif offrirait la garantie d'une totale transparence. Et voilà pourquoi ce qui semble a priori séduisant, écrit ce matin une chroniqueuse du Temps, se révèle en réalité surtout inquiétant. Quoi qu'il en soit, cette course aujourd'hui à l'intelligence artificielle fait débat en Allemagne. Oui, plus exactement, selon Der Spiegel, les Allemands devraient s'inquiéter de ce que leur pays soit si en retard, dit-il, notamment par rapport à la France en matière d'intelligence artificielle. Dans cet article repéré par le Courrier international, le journaliste va jusqu'à dire que la comparaison entre les pays voisins est une source de souffrance, tandis qu'en Allemagne, on considère l'intelligence artificielle comme de la dangereuse science-fiction. Emmanuel Macron, lui, déclare, je cite, que cette gigantesque révolution technologique est en fait une révolution politique. Et le magazine d'en tirer une conclusion amère. Si la France a une stratégie nationale aujourd'hui dans ce domaine, l'Allemagne, elle, s'efforce seulement maintenant d'atteindre en réalité les objectifs affichés par le haut débit en 2013. Peut-on vraiment quitter Facebook? Je repose la question, certainement, mais pour aller où? Ça fait plusieurs années que des plateformes alternatives se développent avec plus ou moins de réussite. Elles s'appellent Diaspora, Friendlyka, Path, Rafter, Vero ou encore Waller, donc un réseau social made in France pour changer, fondé en 2013 et dont on reçoit aujourd'hui le fondateur et le directeur de la communication. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
Donc Édouard l'a dit, vous présentez Waller comme l'anti-Facebook à la française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en France, on est capable de faire mieux que les Américains, première chose. Et ça veut dire que le règne de Facebook arrive à sa fin, peut-être. En tout cas, on n'en sait rien, mais si on fait rien, ça risque pas d'arriver. Voilà. Alors, c'est quoi le problème de Facebook ? C'est l'hégémonie, c'est le fait que vous dites que c'est embêtant que toutes les données de tous les pays soient sur un serveur américain. Alors, le problème de Facebook, c'est le logiciel lui-même. C'est-à-dire que déjà, tout ce que vous voyez sur Facebook, c'est pas vous qui décidez de le voir. C'est les algorithmes de cette société privée américaine qui vous présentent les nouvelles qui sont en fait les plus susceptibles de vous intéresser. C'est-à-dire que ce qui vous est présenté, c'est ce que vous allez aimer. C'est Facebook qui décide ce que vous aimez. Le scandale, c'est le tri d'informations qui apparaissent, qui sont sélectionnées dans ce que postent vos amis sur vos réseaux, ça apparaît suivant leur choix à eux. Ou suivant ce que vous avez déjà lu dans le passé, ce que vous avez liké. Vous savez, même quand vous scrollez sur Facebook avec votre souris, si vous arrêtez un peu sur un article, même sans cliquer dessus, Facebook sait que ça vous a intéressé. Et c'est ça les véritables données privées dont on parle. C'est pas forcément uniquement la ville, l'adresse, vos choix, etc. C'est surtout ce que vous consultez quotidiennement. Donc à ce moment-là, il ne vous envoie pas des informations qui sont créées de toutes pièces pour vous, mais il sélectionne dans ce qui circule dans vos réseaux des choses qui pourraient vous intéresser. Il n'en crée pas. C'est quelque chose qui relève du profilage, en fait. C'est-à-dire qu'on constitue des profils types en fonction des intérêts qui sont manifestés. Et comme le dit Thomas, eh bien, on nous sert exactement ce qu'on a. On nous conforte dans nos convictions, sans nous donner à voir d'autres opinions. Voilà, on flatte l'ego par ce biais. Alors en quoi est-ce que Waller est différent ? Alors il y a 3 mots sur votre dossier de presse ici, protection, sérénité, maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique pour les utilisateurs ? Alors c'est les trois piliers de Waller. Protection, ça veut dire que tout est privé, tout est protégé par défaut, il n'y a rien de public. Et si vous décidez d'ouvrir un réseau sur Waller, c'est vous qui décidez de le faire. Ça, c'est très important. C'est aussi tout le sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire si je m'inscris sur un outil, il doit par défaut me protéger et protéger les données que je vais mettre. Ensuite, maîtrise. Ça, c'est très intéressant, la maîtrise. Les plateformes aujourd'hui, Facebook, Google, etc., on ne maîtrise rien. Vous ne maîtrisez pas quelque chose de fondamental sur un réseau social, vous ne maîtrisez pas l'audience. Quand vous écrivez un message, vous ne savez pas à qui vous l'écrivez. Vous pensez que vous l'écrivez à vos amis et au mur, sur votre mur, c'est pas vrai. Vous l'écrivez aussi à tous ceux qui seront en contact avec vous dans le futur. Qui peut prédire le futur ? Personne. En fait, nous, sur Waller, on a décidé de mettre la maîtrise au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'outil ne trahit pas l'utilisateur. Et sérénité ? Sérénité, c'est juste le fait de se dire qu'il n'y a pas de confusion de flux et qu'on parle aux gens à qui on a envie de parler. Comme dit l'adage, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et là, on sait exactement à qui on s'adresse, on sait de quel sujet on va parler et on maîtrise effectivement la portée de son propos. La revue des médias qui va nous parler de ces jeunes, en fait, de ces jeunes qui utilisent pour s'orienter, et pas juste les jeunes, les moins jeunes aussi, le GPS au point on peut se poser la question, si demain on leur donne une carte en papier, seraient-ils capables de s'orienter? C'est Le Monde qui s'intéresse, et je cite, à cette génération Erasmus qui ne sait plus se perdre. Et je me suis sentie interpellée. Moi, je sais me perdre. C'est ça. Donc les jeunes et les moins jeunes, et peut-être même les moins jeunes. Oui, exactement. Parce qu'au cours des dernières années en voyage, je me suis toujours passé la réflexion, mais je faisais comment avant Google Maps? C'est comme si j'avais oublié cette vie de cartes en papier et de guides de voyage imprimés. Et de questions posées au hasard des rencontres. Oui, exactement, parce que se perdre, ça vient parfois avec de très belles surprises. C'est ce qu'on nous dit. Et les dernières recherches sur le sens, parce que Le Monde a croisé des jeunes à Paris et des jeunes, je pense que c'est 25 ans et moins, c'est ce que j'ai compris, et tous disaient impossible. La vie sans GPS, impossible, inimaginable. Et les dernières recherches sur le sens de l'orientation tendent à prouver que l'utilisation d'un GPS nuit à notre capacité de nous orienter. C'est une étude publiée par Nature and Communications qui montre que notre GPS interne, finalement, se met en veille quand on suit les indications d'un téléphone intelligent et que le cerveau doit s'entraîner à s'orienter. C'est comme un exercice, finalement, à retenir les indices qui permettent de repérer un immeuble, une intersection. Et plus on regarde l'écran
l'écran du téléphone pour nous guider, moins les zones de notre cerveau responsable de l'orientation, soit l'hippocampe, le cortex préfrontal, sont sollicitées. On dit comparer la carte et le terrain, ça demande un aller-retour constant. C'est un travail intellectuel qu'on ne fait plus ou qu'on fait beaucoup moins. Et l'équipe de chercheurs parle de conséquences à long terme. On dit que les utilisateurs intensifs ou les gros utilisateurs de GPS, finalement, pourraient ne plus être capables de se repérer sans cet outil, faute d'avoir entraîné leur cerveau à s'orienter seul. D'ailleurs, il y a plusieurs histoires un peu farfelues, des gens qui ont suivi des GPS sans jugement ou sans se poser de questions, qui se sont retrouvés dans la forêt ou qui se sont retrouvés... C'est pas rare. Oui, parce que c'est un peu nono, un GPS. Oui, en effet. Et moi, en tout cas, souvent, j'ai dit ou j'ai entendu des gens dire, ben, je comprends pas, mais on va suivre le GPS ou le GPS nous dit d'aller là, donc faisons-lui confiance. Et on est très loin de la théorie de la dérive. La théorie de la dérive. C'est quoi ça? De l'écrivain et essayiste français Guy Debord. La dérive qui se définit comme le renoncement pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir afin de se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. Et il y a deux artistes, peut-être inspirés par Monsieur Debord, qui ont développé un Random GPS, c'est le nom. GPS aléatoire, donc, pour voiture, qui vous propose une errance totale, une assistance à l'aventure. C'est ainsi qu'on vend le projet. L'outil indique une direction sans qu'il soit possible d'entrer une destination. Vous dites pas où vous allez, vous ne savez pas quelle est votre destination. Donc, on vous guide comme ça, un peu n'importe où, finalement. Ça ressemble vraiment à un boîtier de GPS de voiture classique, mais le programme a été modifié par les artistes pour les voyages sans but ni destination. Intéressant. Et sinon, ben, achetez-vous une carte pour entraîner votre cerveau. Hein? C'est la morale aussi de l'histoire. Merci, Hélène. Allez, répondez franchement, à part le numéro de vos parents, parce que c'est le même depuis 50 ou 60 ans, est-ce que vous connaissez par cœur des numéros à part le vôtre? Vos enfants peut-être, leur portable et encore, c'est même pas sûr, mais sinon, quand il suffit de retrouver un nom sur un écran, à quoi bon aller chercher au fond de sa mémoire? Plus encore, pourquoi on perd nos clés régulièrement? Ça c'est pour moi, j'avoue. Pourquoi est-ce qu'on suit nos GPS tellement bêtement qu'on sait même plus par où on est passé et qu'on est donc capable de se perdre sur le chemin du retour, à force de zapper d'une chaîne à l'autre, peut-être d'un site à l'autre, d'une idée à l'autre, d'un clic à l'autre, on n'imprime plus ou on imprime moins, peut-être parce qu'on est tellement sollicité par les écrans, les couleurs, par ce qui pop devant nous que notre attention est diminuée et donc notre mémoire aussi. Est-ce que vous vous souvenez encore des poésies de votre enfance? Les fables de La Fontaine, tiens, nos parents, eux plutôt, sont capables de s'en souvenir et de vous réciter aujourd'hui encore un peu de Victor Hugo et un peu de Jacques Prévert. Mais vous... Et finalement, est-ce que c'est grave, docteur, après tout, puisque l'accès à l'information est désormais si facile? Pourquoi pas être un peu plus feignant? Ça se travaille, non? J'imagine, la mémoire. Est-ce que ça se retrouve? Est-ce que c'est la faute réellement des nouvelles technologies dont il faut savoir se séparer pour retrouver nos temps de cerveau bien disponibles et même donc retrouver nos mémoires? Et que dire de ceux qui retiennent tout par date, par nom? Eux aussi ont des tablettes et des smartphones. Pourquoi ne sommes-nous si inégaux devant la mémoire? On en parle ce soir, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on désapprend, Francis Eustache, quand on n'y prend pas garde? On désapprend, on perd des réflexes, une gymnastique de cerveau, en fait. Alors, effectivement, ce qui est embêtant, c'est si on n'apprend plus, quoi. Si on n'apprend plus par cœur. Et moi, l'exemple que vous avez pris était très beau, les poésies, les chansons, parce qu'il y a aussi la dimension, il y a les mécanismes de la mémoire qu'il faut entretenir, et le par cœur, ça en fait partie, et il faut apprendre les multiplications, les règles de multiplication, même si on a des calculettes, c'est quand même essentiel, et donc il y a pas d'autre façon que d'apprendre par cœur. Et puis, pour d'autres aspects que vous avez cités, les poésies, les chansons, c'est aussi le lien social, et c'est très important, notamment quand les personnes vieillissent. En fait, c'est ce qui va rassembler les personnes. Mais est-ce que c'est irréversible et sans retour, Francis Eustache? Est-ce que ça veut dire qu'on peut réhabituer sa mémoire, on peut la refaire travailler? Est-ce qu'il faudrait même faire des exercices, se remettre à apprendre des poèmes ou autre chose? Est-ce qu'on réapprend, en fait? Est-ce qu'on peut se réapproprier notre mémoire ou pas? Oui, mais
Est-ce qu'il faut réapprendre vraiment les numéros de téléphone? Alors voilà, il y a des choses inutiles et d'autres on peut se passer si on... Bon, il faut éviter de perdre son smartphone, parce que là, c'est vrai que ça crée un peu d'angoisse pendant quelques jours. Mais non, je pense que ce qui est très important, c'est de prendre conscience, qu'il faut un certain temps pour apprendre. Il faut pas sans arrêt zapper, passer d'une information à l'autre. Il faut pouvoir se concentrer sur des informations importantes. Si on veut travailler un texte difficile, je pense là à l'approche des examens, il faut du temps et il faut pas être distrait. Ça, c'est très important. Cette question sur franceinter.fr, j'ai tendance à penser, nous dit cet auditeur ou auditrice, je ne sais pas, que plus le téléphone est smart, moins l'utilisateur l'est. Autrement dit, certains d'entre nous ont pris l'habitude de déléguer à leurs appareils ce que leur cerveau faisait très bien avant, comme par exemple les listes, les calculs ou les choses comme ça. Ceci nous rend un petit peu abrutis et fait de nous des assistés dépendants de notre smartphone. Il y a des choses qui sont très basiques, comme par exemple effectivement la liste de courses, ou de se souvenir de ce qu'on va acheter, ou de faire une addition quand on est en train de faire le marché. On a l'impression que c'est des choses qu'on a oubliées, ça, aujourd'hui, qu'on ne fait plus, en fait, du tout, Roland Portiche. Oui, mais il faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut apprendre à vivre avec ces outils, mais pour autant, se dire qu'ils peuvent être aussi extrêmement utiles. Ils peuvent aiguiser le fait de passer d'information en information peut être quelque chose de très dommageable, mais en même temps, ça peut aussi aiguiser la curiosité. On a tous naviguer sur le web en passant d'une information à une autre, et on finit par trouver des choses et parfois des ponts précisément entre des informations qui n'étaient pas évidentes. Et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour, ce matin, Guillaume. Comment décoder la pensée? Oui, un jeune chercheur du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, MIT, vient de mettre au point un appareil qui, au moyen de détecteurs placés entre le menton et l'oreille, est capable de lire les mots avant qu'ils soient prononcés. Ou pour le dire plus simplement, un décodeur de la pensée. Grâce à des électrodes captant les minuscules signaux électriques générés par les subtils mouvements musculaires internes qui se produisent lorsque vous vous parlez à vous-même, l'appareil envoie ces signaux à un ordinateur, lequel les interprète pour retranscrire ce moment particulier qui existe donc entre l'élaboration d'une pensée et sa formulation par la parole. Alors pour l'instant, cette technologie appelée Alter Ego n'en est encore qu'à ses débuts, précise le site Popular Science. Le prototype ne reconnaît qu'un vocabulaire réduit. Quant au but recherché, explique pour sa part le magazine Forbes, il vise à vous permettre de communiquer avec un ordinateur en pensant simplement à ce que vous voulez lui dire, mais sans lui dire. C'est un peu comme si vous donniez un ordre à l'assistant Siri de votre smartphone, mais uniquement par télépathie. Seulement voilà, on imagine aisément quelles pourraient être aussi les autres applications possibles. Dans le cadre, par exemple, d'un interrogatoire, un tel dispositif offrirait la garantie d'une totale transparence. Et voilà pourquoi ce qui semble a priori séduisant, écrit ce matin une chroniqueuse du Temps, se révèle en réalité surtout inquiétant. Quoi qu'il en soit, cette course aujourd'hui à l'intelligence artificielle fait débat en Allemagne. Oui, plus exactement, selon Der Spiegel, les Allemands devraient s'inquiéter de ce que leur pays soit si en retard, dit-il, notamment par rapport à la France en matière d'intelligence artificielle. Dans cet article repéré par le Courrier international, le journaliste va jusqu'à dire que la comparaison entre les pays voisins est une source de souffrance, tandis qu'en Allemagne on considère l'intelligence artificielle comme de la dangereuse science-fiction. Emmanuel Macron, lui, déclare, je cite, que cette gigantesque révolution technologique est en fait une révolution politique. Et le magazine d'en tirer une conclusion amère. Si la France a une stratégie nationale aujourd'hui dans ce domaine, l'Allemagne, elle, s'efforce seulement maintenant d'atteindre en réalité les objectifs affichés par le haut débit en 2013.